Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On en parle souvent. Il est souvent mon invité, mais c'est toujours avec grande raison, puis grand plaisir que je le reçois parce qu'il vient nous parler de touristes dans son coin à lui, Chazelles. Les gens très souvent disent Chazelles, mais oui, mais on est habitué de parler de saison touristique. Abitibi-Témiscamingue, les grands sites touristiques, mais il faut parler des petits sites touristiques aussi. Ça travaille très fort. Puis, à Chazelles, ça s'en vient un très, très beau site touristique qui sera grandement visité. Il l'est déjà, même si c'est pas fini, il l'est déjà. Puis, c'est pas fini, ça va aller en augmentant tout le temps. Puis, ça sera un site à visiter dans les futures années. Déjà, ça a commencé depuis, on peut dire, 2 ans. Cette année, ça a été quand même très bien et ça va aller toujours en augmentant. Alors, j'en discute avec mon invité de Chazelles, M. Marcel Bouchard. Monsieur Marcel, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Alors, ça va très bien. Et vous, pareillement, aussi, parce que quand je vous appelle, vous avez tout le temps des choses nouvelles à venir nous parler. Puis c'est toujours très intéressant. Puis là, je vais être une petite mise au point là, dans mon intro. Puis je pense qu'elle est importante parce qu'il ne faut pas juste penser, là, j'ai rien contre les grands sites touristiques en Abitibi-Témiscamingue. C'est très beau. Puis on en parle souvent, mais il y a des petits sites touristiques aussi, dont un à Chazelles. Oui. On en a parlé à quelques occasions, puis on n'a pas fini non plus d'en parler parce que vous travaillez fort, puis ça va tout le temps en augmentant ce site-là. Cette année, si on parlait d'achalandage, il y a eu un plus. Oui. Surtout comme à la maison de Turgeon, c'était marqué au mois d'août. Début juillet, des personnes qui sont venues, mais avec la fameuse COVID, le monde ne savait pas trop si on était ouvert ou pas ouvert. Oui, c'est ça, exactement. Fait que la maison était ouverte sur rendez-vous. Et ça a décollé la première semaine d'août, le 7-8 août, presque au moins 5 jours par semaine, il y avait des personnes qui venaient. Ça a duré jusqu'à la fin du travail. Ce qui était frappant, c'est des personnes plus âgées un peu, beaucoup de couples, des familles, mais de l'extérieur, sur la centaine de visiteurs du mois d'août, plus que 60 venaient de l'extérieur de l'Abitibi. Ah, mon Dieu, OK. Ça vient, cette année, j'ai eu beaucoup de Québec, Montréal, centre-ville, même de la Gaspésie, puis la rive sud de Montréal, plus que la rive nord. Ce qui m'a frappé, okay. Le monde vient pour connaître l'histoire de l'Abitibi. Ils voient le site de la Maison Turgeon sur Internet. Parce que j'ai 2 places qui peuvent le contacter là, à Google puis Internet. Et le monde dit « Ah, ça parle d'histoire, on va aller voir c'est quoi qui... » Parce que les gens s'intéressent à l'histoire beaucoup. Oui. Puis, ce qui est marquant du monde du Québec, c'est ils savent que dans le temps de la Première Guerre, il y a du monde qui ont pris un train qui sont en venus en Abitibi. Ils n'ont pas venu à Val-d'Or ni Rouen, là. Non. On parle d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest. C'est ça. Par la voie ferrée. Et parce que le train passait ici. Ici, à partir de 214, c'est ça. Voilà, puis ça ne passait pas plus au sud. Non, l'autre bord, pour ça, ça a été des années 25. C'est ça, oui, exactement, oui. Fait que le monde se demande comment ça se fait que le monde a découvert l'Abitibi et quelle sorte de monde ils ont eu ici, puis d'où qu'ils venaient. Le monde, mettons, quelqu'un vient de Québec, bien, il se renseigne, c'est du monde du Québec qui venait ici. Puis on sait qu'il y en avait même à Fasel, du monde de Québec, de la Beauce, Rive-Sud, mais beaucoup de la Mauricie. Pourquoi ils sont venus ici, on sait pour le bois, c'est important. Oui, exactement, oui. Mais c'est ça qui a découvert. Fait que là, moi, au cours des 7 dernières années, j'ai changé ma présentation qui est un peu moins familiale et elle en est plus pour l'Abitibi-Ouest, Abitibi-Est et l'histoire de la fondation de l'Abitibi. Et ça, le monde aime ça parce que quand les personnes partent, bien, les commentaires, c'est on a appris beaucoup plus de choses qu'on pensait. Ah, OK. Et ce qui les frappe, c'est toujours des visites organisées que je suis le guide. Je ne laisse pas personne faire une visite de toute l'histoire sur les murs sans que je sois là. Ah, OK. Parce que vous voulez informer les gens. C'est beau que les gens viennent à la Maison Turgeon, puis bon, ils font le tour, on regarde, regarde. Je ne sais pas c'est quoi ça, cette affaire-là, mais là, vous, je ne sais pas c'est quoi ça, vous allez répondre à cette question-là. Normalement, une visite de la maison puis de l'extérieur, c'est entre un heure, ça va jusqu'à 2h30 de temps, dépendant de l'intérêt des 2 personnes. Quand c'est un couple, l'homme peut aimer, là, exemple, les méchants idéaux. Oui. Les femmes, les 2 de l'histoire, mais beaucoup, c'est l'histoire qu'ils veulent savoir.
Fait que là, puis là, les choses qu'ils voient dans la maison, dans les équipements, il y en a que ça rappelle des choses qu'ils ont vues dehors dans les maisons de leurs parents, leurs grands-parents. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Il y a beaucoup d'outils que j'ai qu'ils n'ont jamais vus, qui sont tous surpris que ça existait, là, 50, 60 ans. OK. Puis toutes les images que j'ai sur mes murs. Est-ce que c'est typique à l'Abitibi? Mettons, là, on parle Non. des fois là, des choses que les gens qui viennent de par en bas n'ont jamais vues. Non, c'est typique que je parle aux colons et la colonisation. OK. Pas en ville. OK. Il y a des outils à la maison qu'on voit aujourd'hui, mais l'ancienne mode, que le monde en ville n'a pas vu ça. Si la personne vient de la campagne, elle se souvient d'avoir revu ça sur ses grands-parents. OK. Fait que là, comme mes vieux poêles à bois, mais il y en a qui ont vu, celle-là, j'ai revu ça dans la cuisine de mes grands-parents. Puis les choses intéressantes, une baratte à beurre, exemple. Bon, les modèles, les rouets. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut un rouet. Non. Fait que là, quand il voit le rouet, j'ai 3 modèles différents. Ça lui donne une idée. Mais moi, que j'ai l'idée de la Maison Turgeon, c'est l'histoire vraiment, elle est rendue l'histoire de l'Abitibi et l'histoire est basée beaucoup en parlant de mécanique. Parce que le monde arrivait à mécanique dans les années 15-16. Et après, et Chazelle était développé grâce à mécanique, pas nécessairement la Sarre. C'est mécanique, le lac, la rivière qui s'en venait. Fait que là, le mot mécanique revient très souvent dans la conversation. Parce qu'il faut se mettre à l'idée qu'il n'y avait pas de route. Non, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Donc, on débarquait du chemin de fer à Macamic. Ou à la Sarre. Ou à la Mais Sarre. Macamic, c'était central pour... C'est ça. Puis, là, ben, il prenait le lac, la rivière. Puis on sait que Saint-Janvier, ben, Chazelle est juste au bout du lac. C'est ça, puis il va être la rivière. Fait que c'est ça qui est important. Fait que là, c'est intéressant. Et dans l'histoire, on sait que nous, on était une colonie de Macamic jusqu'en 1937. Ben, 35, si on est précis. C'était le curé de Macamic qui venait faire les baptêmes à Chazelle. Mais pas Chazelle. Il venait à Chazelle, mais tous les baptêmes, les mariages, des décès à Macamic. OK. Jusqu'en 35. Fait que l'économie, avant 35, t'es attaché à Macamic. Toute la crème venait à Macamic, le bois venait. C'est-tu parce qu'il n'y avait pas d'église Non. à Saint-Janvier? C'est pas ça, c'est parce que les autres, Macamic ne voulaient pas libérer Chazelle. Ils ont libéré Haute-Nord. OK. La Rivière-Loire à Poulari. Ils ont été fondés avant nous autres. Nous autres, parce qu'ils ne voulaient pas que Chazelle envoie son bois à la Sarre. Parce qu'on faisait affaire dans le temps avec l'Abitibi. Et aucun morceau de bois, la bienvenue à la Sarre ou les Moulassés, il venait à Macamic. C'est ça. La crème, il ne voulait pas que ça n'aille à beurrer à la Sarre. C'est Macamic. Puis, jusqu'aux années 60, c'était la crème, elle venait à Macamic encore. OK. Fait que c'est un peu C'est toute l'histoire, oui, cette histoire-là que vous racontez à la Maison Turgeon. c'est ça. Puis le gros morceau que je mets gros, c'est où venait ce monde-là? De quelle région du Québec? Fait que moi, quelqu'un arrive à la maison, première question que je pose, de quelle région vous venez? Puis quel métier vous faites ou vous faisiez? Puis j'adapte ma visite en fonction de ça. Ah, OK. Fait que le monde sont vraiment personnalisés un peu plus. Fait que dépendant du métier, ben, j'en rajoute un peu sur ce côté-là. Quand quelqu'un doit travailler, il y a un monsieur qui est venu dans les années 50, il travaillait à Carcrum dans les Moulassy, OK. avec Normic à fait en 56. Bon, ben, on a-tu parlé de Normic longtemps? Là, Ah oui, c'est sûr. des Fait que moulins? vous savez adapter Oui. la visite selon d'où viennent Puis le les métier. personnes et leur métier. C'est ça, les intérêts personnels. C'est ça. C'est ça que le monde, quand ils partent, ils sont vraiment contents parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Puis ils disent tout, là, on va peut-être même revenir un jour si on revient dans le coin, surtout ceux-là du coin. Des fois, ils reviennent de Rouen, ils vont revenir une deuxième fois avec d'autres personnes. Puis moi, j'en profite, là, ça c'est la Maison Turgeon, et les personnes vont à la route forestière, qui est 5 stations qui sont sur le bord du rang 10. OK. Là, les personnes peuvent aller voir ça sans que je sois là. Il y a 15 panneaux d'identification, d'interprétation. Fait que le monde, il y en a qui vont le voir avant d'arriver à la maison. Fait que là, ils savent plus ce qui s'est passé dans le bois. Comment que le monde OK. bûchait, comment que les scieries. Mais ces panneaux-là, là, pour les situer, ils sont à quel endroit? Mettons là, qu'une personne arrive. De la Sarre, mettons. OK. De la Sarre. De la Sarre, après le rang 10, il est asphalté. Voilà, OK. À l'ouest du village, il y a 2 stations qui sont les plantations de bois, avec un gros bonhomme fait par M. Bélanger, Oui, OK, un planteur d'arbres. oui. La deuxième station, on parle des scieries. On parle de bienvenue, des premières scieries de la Abitibi. Ça, on les voit à l'entrée de... Non, c'est à mi-chemin, là. Tu pars de la Sarre, tu vas dans le rang 10. OK, oui. À mi-chemin, le premier, tu vas avoir les draveurs, les draveurs, les planteurs d'arbres, les scieries. On s'en vient au village. Là, il y a un panneau qui indique où sont toutes les choses. Et à la Maison Turgeon, j'en ai 2. J'ai toute l'histoire du bûchage de bois sur le côté ouest. Puis sur le côté est, j'ai un draveur qui explique toute la drave qui se faisait et le transport de bois. Et 1 kilomètre plus loin, j'ai des panneaux qui expliquent le premier pont, le premier chemin qui venait de Macamic,
qui est pour Chazelle, et le premier pont qui était là, qui a été brûlé. C'est le chemin de 1822 qui explique... OK, ça, c'est le grand pont là, qui a été brûlé il y a une quinzaine d'années ou environ. Là. Okay. Fait que là, j'ai l'histoire du pont et l'histoire que c'est le premier chemin, quand il était fait pas asphalté, mais gravelé, qui explique toute l'histoire. Et je parle un peu des ponts couverts. Il y a une photo qui a tous les ponts couverts qu'il y avait. Puis on sait que c'était à Haute-Sénat qu'il y a le plus de ponts couverts dans les années 25-30. C'est 8 de mémoire, je m'en dis. J'ai bien des petites rivières Haute-Sénat. Fait que c'est cette histoire-là que je me démarque possiblement par rapport à Rouen et Val-d'Or qui parlent gros des mythes. Oui. Tu sais, quand quelqu'un va y aller à Rouen, ça va parler de cinéma, ça va parler multiculturel. Oui. En Abitibi, ici, ouest, ben, il y a du monde qui vient à la maison, qui ont été à la maison aussi, à Amos, qui est une maison comparable aux autres maisons, mieux faite et toute rénovée. Moi, le monde m'a dit, garde ta maison comme elle est là dans les années 50, défraîchie, le dedans est correct, le dehors, il faut que je l'améliore un peu. Mais le monde s'y aime, ils viennent comme ils viennent. L'authenticité. C'est ça. C'est ça que les gens veulent voir. C'est ça. Si vous changez l'intérieur, là, ça ne sera plus pareil. Là, j'ai le prolore des années 50 encore, j'ai le plancher de 1938, puis j'ai les murs de 1938, les couleurs de 1950. Changez pas ça. Non, c'est ça. Moins qu'améliorer un peu l'extérieur. Ouais, c'est sûr. Okay. Parce que le monde a besoin d'amour un peu quand on rentre, parce que c'est sûr, depuis 3 ans, je n'ai pas fait de rénovation. Mais rendu dans la maison, bon, mais le monde, c'est ça qu'ils veulent que je garde. Tandis que, je n'ai pas ça dans mes notes, mais est-ce que ces visites-là, il y a un coût? Oui, c'est 10 par personne. OK. Dans le fond, j'ai un tarif familial. Moi, je fais ça pas pour l'argent. Tu sais, une famille, c'est 25 L'autre, il y avait une famille, il était à 5. Bien, 6, 4 enfants avec 2 adultes. Fait que 25 pièces pas cher. Puis chaque femme qui vient dans la maison a le droit pour de confiture que je fais. Tout le monde, toutes les femmes, ça c'est vrai, toutes les femmes qui sont là, j'ai fait quelques exceptions des hommes qui sont venus, là, mais majoritairement, c'est les femmes qui ont le droit à un peu de confiture que je fais là, personnellement, là, en fait 200 pots par année. Mais vous vous impliquez, ça là. Bien, moi, c'est le plaisir de recevoir le monde de l'extérieur. Oui, c'est sûr. Un peu d'habitude, j'en ai, mais le monde que j'ai, quand ils viennent en dehors et on prend la peine d'arrêter à la maison, je les garde. Fait que quand ils partent de là puis ils retournent, bon, ben dans ce temps-là, j'ai des beaux commentaires. Ben, c'est parce que aussi beaucoup de bouche à oreille. Oui, c'est ça. Ça, c'est important terriblement. Puis quand le monde me dit, ah, ça, on aurait venu à ta maison en premier, puis on n'aurait peut-être pas été à telle place. Parce qu'il n'y a pas le monde pour compter l'histoire. Il y a des. Oui. Si on va donner comme un exemple là, à Colombo, là, Morin qui était ouvert les années passées. Oui. Bon, mais les guides ne connaissent pas l'histoire comme je la connais. Quand ils vont à la maison Autier, à Amos, ils vont parler d'Hector Autier, puis j'en parle peut-être plus qu'eux autres. Okay. J'ai des documents originaux d'Hector Autier. Fait que la guide qui fait l'explication à Amos d'Hector Autier, moi, il est beaucoup plus personnalisé. Puis il est beaucoup. On remonte dans l'histoire beaucoup plus loin. Fait que le monde qui ont été là, puis ils viennent là, ils disent. Ben, t'en sais plus que. Ben, c'est sûr, les guides sont jeunes, puis ils lisent certains articles, mais ils n'ont pas tout le fond. Puis moi, je suis pas gêné d'ouvrir le cartable pour montrer oui, exactement. Alors, prenez ça en note. Si vous n'y avez pas été encore, mettez ça à votre agenda. Oui, ça va être ouvert sur réservation en cours l'année prochaine. OK, fait que ça va être ouvert. C'est facile à trouver. Là, c'est en Abitibi-Ouest à Chazelle. Si on parlait, là, parce que le temps passe, mon Dieu, oui. Dans la construction du site, vous êtes rendu où? Oh, bon, OK. Le fameux camping du lac Courval, que maintenant on va appeler le lac de Courval, parce que le vrai nom, c'est le lac de Courval. De Courval, oui, exactement. On appelle ça la halle des 3 lacs. Je me faisais agacer en cours de 3 semaines. Il est où ton 3e lac? Et depuis un mois, on a fini en fin de semaine, vendredi soir, le chemin se rend jusqu'au lac Piton. OK. Fait qu'on avait un chemin principal qui arrêtait à 500 mètres. On a fait un chemin forestier. On a mis un peu de gravier par-dessus. On a finalisé avec une pelle la semaine passée pour descendre au lac Piton, qui avait 4 chalets à cette place-là dans les années 60 jusqu'aux années presque 2000. Là, le chemin est accessible. Sauf qu'on est l'automne, on sait comment c'est avec la pluie, c'est plus fragile. Là. Mais là, le monde vient à faire sa parderie en 4 roues puis tout ça. Mais le chemin, officiellement, on est revenu mieux que les années 60, parce que dans les années 60, tu pouvais y aller en auto. Okay. Mais c'était quand on appelait ça une trail dans le temps. Et tu voilà, là-bas. Exactement. Là, comme c'est là, on a fini ça. On a fait la semaine passée sur la plateforme où on va parler des aigles là, à tête blanche. Des fameuses pigardes. Fait que la plateforme est faite. Ce qu'on va faire cet hiver pour le printemps prochain, parce qu'on a un nid qui est protégé par le ministère là, dans les arbres. De ce temps-ci, on commence à le voir au début. Milieu de mai, si vous venez faire un tour en allant vers le lac Piton, vous allez voir à votre droite. Il va y avoir des panneaux d'interprétation qui expliquent c'est quoi des aigles. Avec le nid, comment il est fait, puis toute l'histoire. Fait qu'on va travailler là-dessus durant l'hiver. Fait que là, dans le fond, quand on va venir en même temps à Halte aux 3 lacs,
En anglais, sur le territoire, on va aller au camping du lac de Courval. Il y a un petit hall au côté du lac Macamic, que dans le temps, c'était un relais de motoneige qu'ils ont fait dans les années 70. Exactement, oui. Après ça, on va monter 500 mètres plus loin, on va voir la halte aux Aigles. Et 500 mètres plus loin, on va être au lac Piton, avec un genre de petite descente de bateau, mais plus une place que tu vas pouvoir stationner et prendre des marches. Ça va être le complément final du fameux halte aux Trois-Lacs. Parce que le monde vient de se promener en auto et en pick-up. Puis là, il demande, il est où ton troisième lac? Ben, je l'ai vu jusqu'à 2 semaines. Ou quand tu sais qu'il est là, tu regardes l'autre des branches, tu le voyais. Mais si tu ne sais pas, tu ne le trouvais pas. Okay. C'est un peu comme le nid des aigles. Et voilà. Là, quelqu'un qui j'aurais dit, il est là, le nid. Tu ne le vois pas, il est dans les trampes, dans les branches. Là, on va le voir, puis avec l'explication, parce que là, il demande au ministère de ne pas s'approcher des aigles, du nid. Fait qu'on est à peu près 300 mètres, 250-300 mètres. Mais là, quelqu'un, en faisant photo du nid, va avoir toutes les explications de ces oiseaux-là. Fait que ça veut dire une chose. Dans ce secteur-là, on sait que Macamic, il y a le Grand Héron. Puis, à Chazelle, il y a les haltes aux Trois-Lacs. Oui, les aigles. Ça veut dire qu'on a deux grands oiseaux qu'on peut aller étudier. C'est ça. Là. C'est ça. Puis, un peu, si t'es chanceux, tu vas peut-être en voir, mais on les a moins vus cet été. Mais le principe, c'est sûr qu'il y a eu du va-et-vient un peu plus. Mais l'idée, c'est d'expliquer que ces oiseaux-là, un peu comme les grands hérons, expliquer un peu c'est quoi cet animal-là. Puis quelqu'un qui se promène sur le lac Macamic en bateau, quelqu'un qui fait le côté nord du lac. Oui, exactement. Parce que là, normalement, les aigles se promènent autour de 2 km. Il y en a une autre place au coin du Rancette, dans ces coins-là. Mais celui-là, on le voit très bien, puis il est gros. Fait que là, on va sortir les diamètres, expliquer au monde comment ça fonctionne. On va travailler un peu avec Justin Deschaines, de Macamic, qui va nous faire de l'information. Puis moi, je suis content. En faisant ça, ça va amener du monde à venir prendre des marches, à venir en 4 roues. Exactement. Et à venir camper à notre fameux lac de Courval, que cet été, quand même, sans publicité, on a eu une 50aine de roulottes qui sont venues. Surtout au fin de mai, début juin. C'est spécial. Presque personne au début de juillet. Et à partir de la 3e semaine de juillet jusqu'au début septembre, on a eu du monde. Vous avez eu du monde. Mais le monde me disait qu'ils faisaient des faces. On vient quand il n'y a pas de mouche. Puis c'était un peu dans le monde qui ont venu, ils m'ont dit ça. En 30 secondes, on s'attend à quoi en 2022? Une belle année 2022. Là, il nous reste un peu faire la promotion. On est rentré officiellement dans Camping Québec. Oui. C'est pour faire la promotion extérieure. On va faire un pamphlet. Puis on veut refaire connaître Chazelle encore plus en 2022 que présentement. Fait que tout ce qu'on aime, c'est que Chazelle soit sur on peut dire la carte géographique du tourisme en Abitibi-Ouest. Mais on vous le souhaite et vous êtes bien parti. Puis, M. Bouchard, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis je sais que vous travaillez très fort sur ce site-là. Puis là, bien, les ressources commencent à pointer. Oui, ça va pointer. Puis on vous souhaite un bel hiver, mais aussi un bel été prochain. Un bel été 2022, en espérant que la fameuse madame qu'on connaît, la pandémie, casse action. Okay. Ouais, mais au niveau du camping, des visites, c'est plus tolérant. Oui, c'est ça, exactement, parce que vous êtes en plein air. Parce que quelqu'un va aller à la pêche, quelqu'un va aller faire du canot, ça ne dérange pas. C'est l'avantage qu'on a. Monsieur Bouchard, merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On parle archéologie avec mon invité, M. Émilien Larochelle. M. Émilien, bonsoir. Bonsoir. Archéologie, mon Dieu Seigneur, c'est quand même passionnant. C'est passionnant et inconnu. On peut dire ça comme ça, parce que moi, je me rapporte là, en Abitibi-Témiscamingue, là, je ne veux pas dire qu'on est arriéré, c'est pas ça que je veux dire. Mais on est chanceux. Oui, exact. Mais est-ce que c'est méconnu, l'archéologie? Bien, je dirais qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a été des précurseurs, OK? Ça, les gens ne le savent pas, là. Okay. Mais moi, je suis membre de la Société d'histoire et d'archéologie d'Abitibi, OK? Qui a été mis en place là, par le regretté Joseph Bérubé, puis le notaire Dominique Godbout, là, tu sais, puis l'épouse de M. Bérubé, là. Fait que c'est quand même quelque chose là, d'important. Avant que le gouvernement s'intéresse à l'archéologie, OK, la Société d'histoire avait été créée. Ah, OK. Okay. Donc, on a été des précurseurs au niveau de la province, là, tu sais, je veux dire, au niveau national. Ça, les gens l'ignorent. Oui, exactement. Puis, on a eu vous savez, quand on parle d'archéologie,
si on fait une image large, là, OK, pour que les gens comprennent, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fouille les vidanges. OK? Ben oui, parce que... Non, non, mais je trouve le terme quand même bien. Tu sais, fouiller des vidanges. Mais c'est ça. C'est pas compliqué, oui. Ben oui, parce qu'on trouve les traces, justement, de la manière qu'ils vivaient, où ils étaient, où ils demeuraient, parce qu'il reste. Fait que bien souvent, ce qui reste, c'est les choses qu'ils n'ont pas apporté avec eux quand ils ont changé de place. Voilà. Donc, c'est resté, c'est resté en place. Et c'est avec ça qu'on essaie d'interpréter, parce que le mot interpréter est vraiment juste, OK? Parce que quand on parle d'archéologie, on interprète le passé. Voilà, exactement. Puis vous savez, même avec l'histoire, quand on parle d'un historien, un historien, il se donne une façon de voir le temps, puis le regarder avec les yeux de l'époque. Vous savez, quand on regarde des choses d'aujourd'hui, moi, j'ai un exemple là, une de mes arrière-grand-mères là, qui avait été achetée par mon arrière-grand-père, OK? OK? Pour l'épouser. C'est une Amérindienne, OK? Puis là, on regarde ça, on dit, il l'a acheté, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais à l'époque, c'était courant. Voilà, OK? Exactement. Donc, quand on se plonge, en archéologie, c'était un peu la même chose. OK? C'est qu'on essaie d'interpréter des choses telles qu'ils apparaissent. Est-ce que l'archéologie, elle est forte en Abitibi-Témiscamingue dans son ensemble? Puis si on parle de chez nous aussi, en Abitibi-Ouest, on sait que le lac Abitibi, autour du lac Abitibi, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Est-ce qu'elle est forte en Abitibi? Je pense qu'elle était plus forte dans les années 60. Ah oui? Oui, au début. À quoi? C'est parce que c'était une découverte. Les gens ne s'imaginaient pas qu'on avait des traces qui remontaient à 8000 ans ou à 6000 ans d'histoire. OK? Fait que quand les premiers qui ont exploré ça, c'était pas des scientifiques, OK? Joseph Burubé, là, c'était un débosseleur, cuisinier, tu sais, je veux dire, il y avait... Mais il s'est intéressé à ça. Exactement. Puis il savait pas ce que c'était, mais il voyait bien que c'était pas quelque chose qui était, je dirais pas normal, mais qui était habituel, tu sais. Fait qu'il est allé consulter d'autres personnes qui étaient plus renseignées que lui, plus instruits. Puis les autres, ils ont dit, « Hey, oui, ça, c'est intéressant. Bon, c'est une pointe de flèche. » Parce que lui, il avait trouvé sur le bord du lac Abitibi, justement, des artefacts, parce que les Amérindiens, ils taillaient leurs outils là. OK? Donc, ça fait des éclats. OK? Donc, il voyait des éclats, puis il voyait bien, il dit, c'est pas normal. OK? C'est pas des pierres rondes, ça, là, suite au passage avec des glaciers, là, tu sais. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que, parce que dans les notes que j'ai ici, on dit que le Témiscamingue, dans son entier, puis ou le lac Témiscamingue aussi, et le lac Abitibi seraient les deux endroits qui seraient riches en archéologie. On a parlé un peu du lac Abitibi, mais est-ce que c'est la même chose dans le coin du Témiscamingue? Est-ce qu'on m'a dit que plusieurs personnes avaient découvert plusieurs choses? Tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, là, OK? Parce qu'oublions pas que les Amérindiens, il y avait les Abitibi-Winnie, puis il y avait les Témiscamingues, OK? Les peuplades amérindiennes. OK. Et le nord-est ontarien puis le nord-ouest québécois, là, c'était leur territoire. OK? Donc, ils ont vécu là. Ça veut dire qu'ils ont laissé des traces archéologiques, OK, importantes, sur les deux côtés, sur le côté ontarien et sur le côté québécois. OK? Fait que quand on dit que c'est... Puis rappelons-nous que l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, tu sais, quand on parle qu'il y a déjà eu un glacier, le glacier wisconsinien, là, OK, qui partait du Labrador puis qui s'en allait jusqu'au Wisconsin, aux États-Unis, OK? Puis le glacier avait de 3 à 4 kilomètres d'épais. OK? Eh mon Dieu, OK. OK? Puis ça, c'est... Qui connaît ça, là? OK? Puis le lac Abitibi, là, c'est quand le glacier a fondu, parce que les périodes... C'est devenu le lac Abitibi? Oui, le réchauffement climatique, là, OK? Oui. Ça existait avant aujourd'hui. Ah mon Dieu, oui. OK? Oui. Donc, il y a eu une période de froid, puis il a suivi une période de réchauffement climatique, et le glacier wisconsinien a fondu, OK? Puis après que ça a fait une grande mer intérieure, que les chercheurs ont appelé la mer Ojibwe-Barlow. OK? C'était une mer intérieure, une mer d'eau douce. OK? Fait que c'est pour ça qu'on trouve des galets ou des pierres de feu, si vous voulez, là, tu sais. Mm-hmm. OK?
Ça, c'est la pression là, qui est faite sur la glaise là, que ça l'a permis de créer ces Donc, artefacts. le réchauffement de la planète, c'est pas d'hier. Non. Ça va continuer. Excepté, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Ouais, exactement, parce que la pollution était moins grande aussi Oui, là, à ce mais moment-là. vous savez qu'on a eu l'expérience qu'il y a eu des volcans là, en Islande. Oui. Bon, ça a fait que la température a chuté. Là, tu sais. Pourquoi? Parce que le soleil pénétrait moins notre atmosphère. Mais là, vous me surprenez vraiment, puis je suis très content d'apprendre ça, mais c'est un glacier qui avait peut-être 2-3 km d'épaisseur. Bien, vis-à-vis de la baie du Hudson, on prétend OK. qu'il y avait 5 km d'épais. 5 km. C'est ça qui a fait le lac Abitibi. Ça a fondu, mais ça n'a pas la partie nord était glacée encore, elle. Ce qui fait que c'est pour ça que l'eau est restée à l'intérieur. OK? Puis l'eau s'écoulait par le fleuve Saint-Laurent. OK? OK. Donc, ce que ça l'a fait, c'est qu'à un moment donné, le bouchon, il y a un trou qui s'est fait, si vous voulez, dans le barrage glacier qui empêchait l'eau de sortir vers la baie du Hudson. OK? Puis la baie du Hudson n'existait pas. Mais l'eau s'est engouffrée là-dedans, ça a rentré dans la terre, puis ça a creusé la baie de James puis la baie du Hudson. OK? Qui a 200 mètres de profondeur, la baie du Hudson. OK? Puis, l'autre caractéristique, c'est peut-être plus géophysique, mais la Terre rebondit parce que le glacier, il met un poids sur la Terre. Oui, OK. Fait que fait. la Terre, elle écrase. Oui. OK? Parce que la pression atmosphérique Mhm. écrase le glacier qui rentre dans la Terre. Puis après, quand ça commence à fondre, là, ben la Terre, elle rebondit. OK? C'est 1 mètre par 100 ans. OK? Oh, mon Dieu, Ce OK. qui fait que si on prendrait ce calcul-là, là, dans 20 000 ans, la baie du Hudson n'existerait plus. Autrement dit, il n'y aurait plus d'eau dans la baie du Hudson parce que ça remonte d'1 mètre aux 100 ans. Ah, mon OK? Dieu Seigneur. Mais ça n'arrivera pas parce qu'à mesure que la Terre atteint son niveau d'équilibre, OK? Elle monte moins vite, elle rebondit moins rapidement, ce qui fait que probablement que ça n'arrivera pas. C'est vraiment, c'est passionnant, réellement, parce que quand on s'intéresse à tout ça, l'histoire nous cache des choses, mais c'est à nous de les découvrir Ah, bien à ce sûr. moment-là. Bien sûr. Parce que moi, M. La Rochelle, on voulait parler là, des 3 disciplines sœurs là, qui sont la géologie, la paléontologie puis Ouais. la géographie. Bien, justement, la géologie, on vient d'en parler un peu. On vient d'en parler un peu, exactement. L'histoire de l'eau, on vient d'en parler aussi un Oui, peu. oui. Puis, territoire et peuplement. Moi, là, j'aimerais que... On va se faire une promesse tous les deux, tiens. OK? OK. Parce que on n'a pas le temps là, d'aller en profondeur, parce qu'il y a tellement de choses à discuter dans ça, là, puis vous êtes tellement au courant aussi, et je vous en félicite, parce que réellement, c'est passionnant de vous écouter. Puis, mais j'aimerais qu'après les fêtes, on fasse une autre émission, puis pour décortiquer tout ça ici. Là. Ah, bien là, ça prendrait plusieurs émissions. Si vous avez plusieurs émissions à me consacrer, Bon, ouais. Fait que, vous allez avoir de la misère à m'arrêter. Oui, parce que quand il commence, lui, il est dur à arrêter, c'est sûr, mais on va mettre le frein, vous allez voir. Une promesse qu'on se fait, Ouais. en 2022, on va revenir, puis on va décortiquer un peu tout ça, parce que on n'aura pas le temps, puis tant qu'elle est juste en surface, j'aimerais aller en profondeur. Bien, c'est ça, on pourrait parler un peu plus du peuplement à ce moment-là. Voilà, exactement, Parce que qui est vous très, savez très, que les très premiers qui sont important. arrivés ici, c'est Ouais. les premiers fly-in, fly-out. OK? Le navettage, là, Voilà. il arrivait ici, puis durant l'hiver, il en retournait dans le sud parce que c'était trop froid C'est ici. ce qui était trop froid. Monsieur La Rochelle, merci, ça fut un plaisir, puis on va sûrement se reprendre après les fêtes, on va aller plus en profondeur dans ça. Ça va me faire grand plaisir. Merci beaucoup, M. La Rochelle. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.